J'ai eu aussi un rappel à l'ordre des avocats américains, des Monty Python, qui m'ont dit mais il change trop de choses, il met trop à la sauce PEF. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur la scène du Théâtre de Paris et j'ai rendez-vous pour un petit café sur scène avec PEF, Pierre-François Martin Laval. C'est tout de suite. Bonjour PEF. Mais bonjour Nathalie. Je suis ravie de te recevoir sur la scène du Théâtre de Paris où tu joues donc Spamalot jusqu'au 7 janvier. Voilà. Ils sont chouettes, Pas mouette mais chouette. papi, papo, pas dégoûtant, mais chouettes. Vraiment Hyper chouettes, table ronde, table ronde, table ronde, table ronde, table ronde, table ronde, table ronde. Tentez votre chance à Camelot. Perdons contre la Camelote. Il s'est fermé la Camelote. Enfant, tu as toujours voulu faire de la comédie ou... Oui, oui. Depuis tout petit, alors je sais pas si ça remonte à 5 ans, un truc comme ça. J'avais envie de tout le temps de faire rire et puis rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dont c'était le métier, qu'on appelait des clowns. Le cirque m'attirait beaucoup, Chaplin, Laurel et Hardy. Et puis quelques années plus tard De Funès et Pierre Richard. Et j'ai compris donc vers 9-10 ans que c'était leur métier et j'ai toujours dit que je voulais faire ça. Il y a une personne qui t'a beaucoup aidé au fait que tu sois là aujourd'hui, à part Oui. tes parents forcément. Bien sûr, mes parents, ça c'est sûr. Et puis Oui. une autre personne, j'imagine que tu veux parler d'Isabelle Nanty. Oui, Voilà. par exemple. Oui, Isabelle Nanty, elle m'a recueilli quand je suis arrivé à Paris, de Marseille, comme Jean-Paul Rouve de Dunkerque et puis d'autres copains comme ça. Quand je dis elle m'a recueilli, c'est-à-dire que moi je suis arrivé avec ce rêve de gosse et en fait elle m'a dressé, quoi, elle m'a éduqué. J'étais un ancien mauvais élève, j'étais quelqu'un d'assez, de trop déconneur, d'assez irrespectueux et elle a fait de moi un travailleur. Et puis surtout elle m'a apporté quelque chose d'essentiel, c'est la confiance en soi, quoi. La confiance en soi et puis la base pour devenir acteur, c'est-à-dire puiser au fond de soi-même, voilà, plus ce travail-là. Alors tu t'es fait connaître avec la troupe des Robins des Bois. Voilà. Tu gardes quel souvenir de cette période? Ça, c'était un grand choc émotionnel, déjà la rencontre avec Dominique Farrugia, parce que Le producteur. il est arrivé comme une fée dans ma vie, dans ma carrière, à un moment où j'avais fait 3 ans de théâtre de rue dans une compagnie, j'avais fait des festivals, j'avais fait du café-théâtre. Et puis je suis arrivé à un âge où je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être jamais arriver à vraiment faire ce métier, en tout cas à en vivre suffisamment. Et il est tombé du ciel comme ça quand il est venu voir cette pièce qu'on jouait dans une étable à Fontainebleau, que j'avais écrite avec Marina Foïs, Robin des Bois d'à peu près Dumas. C'était grâce à Lionel Abelanski, Michel Hazanavicius et son frère qui étaient fans de nos petits spectacles comme ça et qui ont dit à Dominique mais il faut que tu ailles le voir. Donc ça a été un grand virage pour nous. Ça nous a permis de décoller. Pas de faire forcément ce dont on avait rêvé parce qu'on n'avait pas du tout imaginé faire de la télé, c'était pas notre but. Mais ça nous a permis de travailler dans des belles conditions et puis d'apprendre le métier. Et surtout, j'imagine que ça a dû être un démarrage un peu angoissant parce qu'il faut remplir les petites salles pour démarrer. Quand on démarre, on n'a pas forcément des grandes salles. Est-ce que ça a été un stress, les débuts des Robins des Bois? Avant de rencontrer Dominique Farrugia, oui. Mais je ne me rendais pas compte tellement j'étais heureux de faire ce métier qu'avec Maurice Barthélémy, donc avant Farrugia, on jouait parfois devant 4 ou 5 personnes dans des petits cafés-théâtres qui n'existent même plus. Mais on n'était pas malheureux, on n'était pas aigris, on se donnait à fond comme si c'était une salle pleine. Après, c'est vrai qu'au bout de quelques années, on n'aurait peut-être pas tenu comme ça, on aurait peut-être eu le moral à zéro, mais Farrugia est arrivé vraiment... Et qu'est-ce qu'il vous disait? Dominique, non, quand il est arrivé, tout a changé. La salle était pleine. La salle était pleine tout de suite. Je n'oublierai jamais. Il fait cette émission culte qui s'appelait Nulle part ailleurs, avec Gilles Das. Et il y avait Baffy à l'époque, je me rappelle. Et je fais cette émission.
Et j'arrive au théâtre quelques minutes après et je vois une queue monstrueuse et je me dis mais c'est pour quel théâtre qu'il y a cette queue? Et c'était pour nous et ça n'a plus jamais désempli. Alors avec les Robins des Bois, il y avait aussi une volonté où on se dit tout peut arriver avec eux. C'était vraiment... on pouvait tout faire finalement avec eux. Avec C'était- les Robins? Oui. Oui, c'est Dominique, c'était une école incroyable, Dominique Farrugia. C'est-à-dire il passait nous voir en répète de temps en temps. Et puis, il nous disait, vous donnez trop. Il nous engueulait parce qu'en répète, on était à 1000%. Il disait, non, vous devez être au minimum parce que c'est ce soir en direct que je veux que vous soyez à fond. Voilà, on a appris des choses comme ça. Mais nous, on venait du théâtre, donc on voulait chercher les meilleurs gags, tout ça. Et puis Dominique, il nous rassurait, il nous disait... parce qu'on se disait, mais on ne peut pas écrire 5 sketchs drôles par jour, on n'a jamais fait ça dans la vie. Il disait, faites-moi un très drôle par semaine, ça me suffit. Voilà, et c'était génial de nous parler comme ça. Et c'était magnifique. Et du coup, on était sans filet, en direct, et on a appris à faire des bides et à les assumer. On a même appris à se sauver d'un bide. On a appris que ne pas avoir de chute à son sketch, c'est pas très grave. Donc du coup, on appelait Chuteman. Donc il y avait Maurice Barthélémy qui arrivait avec un costume de VRP, une mallette, et il ouvrait sa mallette et il proposait une chute en tech, une chute américaine. Enfin voilà, mais tout ça, c'est une liberté qui nous a été inspirée des Monty Python en fait. Les Monty Python, je pense que c'est les premiers à avoir cassé les conventions. Après, il y a eu les As, il y a eu Y a-t-il un pilote dans l'avion, certains films de Funès aussi qui flirtent avec l'absurde, mais les Monty Python, voilà, c'était ça, c'était l'école de la fantaisie, de la liberté. Eh ben, on peut arrêter un film en cours de route, on peut arrêter les personnages principaux, les faire arrêter par la police, voilà, donc Tout est permis. voilà. Et sinon, la troupe des Robins des Bois, tu gardes encore des relations avec certains ou Oui, de qui tu es resté le plus proche? En fait, je suis resté le plus proche des gens avec qui j'étais le plus proche quand on s'est connus. Donc tu veux des noms, c'est ça? Moi, j'étais toujours amoureux de Marina, hein, de toute façon, quand j'étais jeune. Mais heureusement, on a eu la bonne idée que ça soit de l'amitié. Donc ça, c'est pas plus mal parce que ça peut durer plus longtemps. C'est ça. Donc je tiens à rassurer, on n'est jamais sortis ensemble. C'est mon Le ami. petit Non, scoop. mais ce sont mes amis, les Robins, pour la vie. Même si on ne se voit pas pendant longtemps, dès qu'on se voit, c'est comme si on s'était jamais quitté en fait. Maurice Barthélémy, il n'y a pas de gêne à le dire, c'est mon plus proche d'un point de vue artistique. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de se parler. On nous met tous les deux sur une scène. Vous Il y en a un comprenez. qui va commencer le travail et l'autre qui va le finir. On est tous les deux complètement passionnés par l'absurde, le non-sens et le burlesque. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Paul Rouve, par exemple. Voilà, c'est nous qui avons insufflé ça. Mais ça n'empêche pas qu'avec n'importe quel Robin, c'est une liaison qui est Il y a incassable. il y a un lien fort. Alors après, la télé arrive ensuite avec l'émission Comédie, et notamment un personnage que j'adore, moi, qui m'éclate, Pouf le cascadeur. Pouf le cascadeur. Un personnage déjanté hein, qui se lance chaque soir sur d'une échelle. Oui, c'est une sorte de gamin. Hein. Il parle comme un enfant, il est naïf comme un enfant, il n'est pas méchant, il se croit poétique. En tout cas, voilà, il est comme ça sur son nuage. Il déclare sa flamme à sa belle. Sa belle change tous les jours. Il a peut-être un cœur d'artichaut. Enfin, c'est un truc qui faisait beaucoup rire Dominique Farrugia parce que comme il s'appelle Pouf, tous les soirs il me disait mais quel est le nom de votre belle Pouf? Voilà. Tu t'es déjà fait mal? Oui, je me suis Ah oui, fait parce que, oui, presque tout j'imagine. mal. Mm. Après, j'ai frôlé la catastrophe souvent. Et puis, un jour, quand je tournais sur mon premier film, un cascadeur qui m'enseignait, qui me drivait parce que je voulais faire mes cascades moi-même, il m'a dit, tu sais, à la télé, ce que tu faisais, c'est interdit. Hein. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on essaye de travailler au risque zéro. Alors que toi, tu savais même pas où ça se terminait. Tes cascades, c'était trop dangereux. Donc, j'ai un peu progressé de ce côté-là, mais bon, Alors après arrive le film, comment on dit? c'est pas mal. C'est pas mal, comment tu dis toi?
Moi, je suis celui qui le dit le moins bien. Moi, je dis rrr. Voilà. Donc, qui n'a pas été épargné par la critique, par le Parisien d'ailleurs. Mais tu as quand même conscience qu'aujourd'hui, c'est devenu un film culte. Oui, ça fait du bien, hein, parce que ça a fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. Autant J'imagine. les critiques, quand je fais un film, je les lis pas. Malheureusement, il y a ma mère qui m'appelle, qui me dit « Mon Dieu, tu as vu ce que le Figaro a dit de toi, mon Dieu, Pierre-François ». Alors je lui dis « Mais pourquoi tu lis encore le Figaro à ton âge, maman ?» Mais je les lis pas. Autant là, j'étais bien obligé, parce que tout le monde nous appelait. Dès qu'on allumait la télé, les gens disaient, les animateurs télé lisaient les critiques. C'était immonde, quoi. C'est-à-dire que les animateurs télé n'avaient que ça à foutre, en plus de lire les critiques. Je me rappelle de Laurent Ruquier, qui faisait son émission là, de 19h, là, avec, je ne sais plus qui, là, tous ces humoristes et ces chroniqueurs. Et ils s'en donnaient à cœur joie. Tout le monde nous crachait dessus. On était un peu aigris, quoi. On avait presque des désirs de vengeance. Je me rappelle que Jean-Paul Rouve avait failli péter la gueule au mec du Parisien. Et ouais, c'était violent parce qu'on se disait putain, mais on est d'extrême droite, est-ce qu'on est antisémite? En fait, on nous parlait comme si on avait fait quelque chose de très très mal. Voilà, et bon, bah. Et aujourd'hui, voilà. Finalement, ça reste culte. Et en même temps, c'est la règle du jeu, hein. Si on fait une œuvre qui ne plaît pas aux critiques, bon bah. Oui, il faut accepter aussi la critique. Mais oui, on ne l'a pas accepté du tout. D'ailleurs, on est comment dans sa tête quand on a l'habitude de travailler en troupe? On fait partie, la troupe des Robins des Bois notamment, et que du jour au lendemain, on se retrouve seul, travailler en solo. Ça, alors là, tu me replonges dans des souvenirs de plein de discussions avec les Robins. On était à Canal et on disait et si on arrêtait? Si on arrêtait, ça fait 4 ans de télé à fond. C'était la poule aux œufs d'or, hein, on dit la vérité. On était très bien payés, c'était un confort incroyable. C'était pas non plus notre vie, parce que c'était pas une vie d'intermittent du spectacle. C'était pas la vie d'artiste comme on peut l'imaginer. Comme ça, on pouvait pas faire du théâtre le soir. Et puis il y avait Michel Denisot qui était devenu patron de Canal et qui nous a fait des très belles propositions pour qu'on reste. Et puis je me rappelle que Maurice disait et si on partait alors qu'on n'a pas envie de partir? Et si on partait alors que les gens commencent à nous aimer? Parce qu'au début de Canal, il y avait des critiques aussi, on en chiait, hein, en sortant de comédie, pourquoi ils sont à Canal. Mais à la deuxième année de Canal, ça commençait à bien plaire, il y avait un pic d'audience, tout ça. Et on s'est dit, et si on partait en haut, quoi? Parce que est-ce que ça va pas redescendre? Et j'ai trouvé que c'était hyper la classe de prendre ces décisions, que je trouvais que c'était courageux. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en avait qui avaient des plans. Hein. Jean-Paul Rouve, Marina Foï, c'était très très demandé au cinéma, ce qui n'était pas mon cas du tout, ni celui de Maurice, Pascal et Lise non plus. J'ai trouvé ça courageux. Et puis moi, j'étais metteur en scène dans l'ombre depuis des années. Je dis dans l'ombre parce que voilà, j'ai trouvé des gags pour tout le monde, pour Eric et Ramsey, sur la Tour Montparnasse, Infernal. C'était dans l'ombre, j'étais pas déclaré pour les Robins des Bois. Et puis d'un coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas ça aussi mon métier? Voilà, et on sait jamais. Plus la mise en scène. Mais j'ai connu presque 2 ans chez moi, appelé par personne. C'était la belle traversée du désert, là. C'était dur. La remise en question. Remise en question parce que au bout de 18 mois, je me suis dit, en fait, je ferai jamais ce métier, quoi. D'ailleurs, tu me parles de comédie. On dit toujours que tourner une comédie, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que c'est pas forcément drôle sur le tournage. Est-ce que tu as des souvenirs d'un tournage un peu chaotique qui se passe pas du tout En fait, c'est pas exactement ça. Je crois que c'est pas forcément drôle pour le metteur en scène. Oui. Parce que le metteur en scène, il a des journées de folie, quoi. Un metteur en scène digne de ce nom, hein. Il y en a qui foutent rien, qui délèguent, mais un metteur en scène, il prépare le film pendant des mois. En plus, moi, j'écris aussi, j'adapte ou j'écris, donc je passe mon temps à réécrire mes scènes. C'est vrai que quand on met en scène Christian Clavier ou Pierre Richard ou les Robins des Bois, c'est le rêve parce qu'on a des acteurs qu'on adore, mais on ne peut pas passer notre journée à rigoler parce que l'heure tourne, qu'on doit des comptes à la production. En revanche, les acteurs, ils s'amusent quand même, quoi. Ils sont là pour s'amuser et puis ils ont plein de pauses aussi.
Un réalisateur, il n'a pas de pause. Alors il y a 10 ans, tu as adapté Spamalot en français, la comédie musicale médiévale et loufoque de Broadway des Monty Python, créée en 2005. Alors c'était un succès fulgurant en 2013. Et 10 ans après, tu remets ça. Ton bras de ta vie, tu es au fait. Alors cherche quelle est ta quête. Fixe-toi sur un vrai choix. Il n'y aura plus rien qui t'arrête, Avec ton personnage, le roi Arthur. Ouais. Qu'est-ce qui change par rapport à il y a 10 ans? Ah bah beaucoup de choses. Beaucoup? Oui, c'était la condition pour le remonter. Je me suis dit, mais à quoi ça sert de revivre la même chose Voilà, tout de suite, je me suis dit, si je le remonte... dans un premier temps, d'ailleurs, je me suis dit, moi, je ne jouerai pas le rôle parce que j'habite Marseille avec mon épouse et mes 3 filles. Je ne peux pas mener une vie à Paris comme ça, sans elles. Et puis, Laurent Bentata de Stage... Arthur Benzaken, Richard Kaya, tout ça, le théâtre de Paris, ils m'ont dit si tu fais pas le roi Arthur, on laisse tomber, oublie, on le remonte pas. Donc je me suis dit ah oui, quand même, il croit vraiment au projet avec moi, ça m'a vraiment touché. Puis mon épouse m'a dit il faut que nos filles qui étaient pas nées à l'époque, il faut qu'elles te voient dans ce que tu préfères faire au monde, quoi. Parce qu'elles me voient heureux au cinéma, mais elles savent pas que ma vie là où je suis le plus épanoui, c'est sur scène, surtout dans ce genre d'œuvre. Donc, qu'est-ce qui a changé pour te répondre? C'est nouveau décor, beaucoup plus fou, beaucoup plus drôle, beaucoup plus de fantaisie, des nouveaux costumes très chatoyants, ils sont incroyables. Caroline, une costumière belge qui a fait ça, les décors Hervé Cherblanc, incroyable. Une nouvelle adaptation, toujours moi. Mais je me suis remis en question sur plein de vannes, plein de choses qui ont vieilli, des choses qu'on n'a plus le droit de dire de nos jours. Et puis notre société a beaucoup changé depuis 10 ans et je ne pouvais pas ne pas en tenir compte. J'aurais été un gros feignant de juste reprendre mon texte et de le faire jouer. Et puis nouvelle troupe, on a fait un casting incroyable dans toute la France avec plus de 650 postulants et j'ai trouvé des gens hors du commun, 17 personnes. Jeunes, qui sont des très grands chanteurs, grands danseurs, qui sont très comiques, qui sont mes nouveaux amis et qui m'ont boosté aussi, qui m'ont aidé. On trouve des nouvelles vannes tous les jours, ça change tous les jours, voilà, c'est plus moderne. Ça a été un sacré challenge quand même, ramener cette pièce en France. À l'époque, l'univers des Monty Python associé à celui de Puff, ça donne quoi? Ça donne quoi tu sais, on va quand même rester modeste. J'étais allé le voir à l'étranger. Tu sais, ça se joue dans le monde entier, tellement ça a du succès. C'est Sacré Graal sur scène, mais en comédie musicale. Et déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est le rêve de ma vie. Je serais incapable de mettre en scène un show aussi énorme. Donc j'allais pour dire non, mais en même temps je me suis dit mais si je dis non, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Donc j'ai dit oui en me disant je ne suis pas capable. Donc j'avais vraiment les chocottes. Au début j'avais peut-être un manque de confiance, donc j'ai essayé de mettre un peu trop mon univers. Et puis après je me suis rappelé que cette œuvre elle est forte, elle ne m'a pas attendu pour cartonner partout. Et puis on va fêter les 20 ans qu'elle se joue. J'ai eu aussi un rappel à l'ordre des avocats américains, des Monty Python, qui m'ont dit mais il change trop de choses, il met trop à la sauce PEF. Tu les as rencontrés, toi? Oui, j'ai eu cette grande chance et ils sont venus à Bobino. À l'époque, il y avait Terry Jones qui a joué dans mes films, qui a réalisé Sacré Graal, qui malheureusement est mort, et Eric Idle, le papa de Spamalot. Et puis en fait, ils se sont rendus compte qu'ils m'ont donné raison pour avoir
adapter certaines choses à la française ou à ma sauce parce qu'il y a des choses qui n'auraient pas été comprises, qui soit sont trop américaines dans leur culture, soit ont trop vieilli. Bon, voilà. Et dans tout ce que tu as fait, tu penses que l'humour des Monty Python, c'est l'humour qui te correspond le plus, qui te parle le plus? Alors, en tout cas, c'est un humour dans lequel je me sens tellement bien parce qu'il est poétique, parce qu'il n'y a pas à réfléchir, on peut mettre son cerveau à côté. Il est complètement fou, il est désopilant, mais il est aussi très décalé. C'est je sais pas si on dit un 3e degré. En fait, c'est très surprenant, c'est-à-dire à chaque fois qu'on s'attend à un truc, c'est autre chose. Alors, parlons de tes performances sur scène, parce que franchement, bravo, ça chante, ça danse. C'est une vraie comédie musicale. Tu savais danser? Tu savais chanter? Non. Je ne serai jamais un grand chanteur et c'est pas le projet. J'essaye juste d'assurer ma case. Autour de moi, ça chante de ouf. Hein. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé quand même parce que je suis au centre et il faut quand même que j'ai quelques chansons et puis je chante en chœur avec les autres. Donc si je fais une fausse note, on n'entendrait que ça. Donc il ne faut pas que ça déteigne sur les autres. Tu préfères jouer sur scène, par exemple Spamalot, ou le cinéma? C'est un exercice que tu préfères, le théâtre? Le théâtre, on ne peut pas le comparer. Le théâtre, c'est une histoire d'amour avec un public. C'est un truc dingue qui se passe. C'est ce jour-là, ça ne se passera pas du tout pareil le lendemain. Aujourd'hui, hier soir, on a changé plein de choses qu'on n'avait pas fait la veille. Il se passe un truc en fonction de leur réaction. On peut faire un bide, on ne sait pas comment ça va se passer. On est aimé. Au cinéma, pas du tout. On est là, on ne sait pas quoi. On fait confiance au réalisateur. On se fait voler des images. On essaye de donner notre âme et la caméra, elle prend. Et si on triche, c'est pas intéressant et ça n'a rien à voir. Mais pour être franc, pour répondre à ta question, le théâtre, ça apporte une chose immense, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas au cinéma, ça c'est clair. D'après toi, cette pièce s'adresse à quel public? Alors moi, je pense que c'est les familles. C'est à voir en famille. Je le pense et je le sais, évidemment, c'est sûr. Maintenant, en semaine à 20h, on ne peut pas venir avec son tout petit, il a école tout le lendemain, mais c'est à 20h, ça commence même un peu avant parce qu'il y a une surprise avant. Mais le dimanche, ça sera à 15h, donc il faut venir avec les enfants à partir de 8 ans, je dirais, quoi. C'est une comédie familiale. Voilà, en 10 ans, qui vont voir la légende du roi Arthur, mais revisitée. Mais il y a une fée quand même, voilà. Sauf qu'elle s'appelle Guenièvre, voilà. Ça reviendra peut-être à la mode. Hein. Ouais, peut-être. On se fait un petit quiz, un petit jeu? Ouais. J'espère que je vais gagner, je déteste perdre. Alors, c'est pas vraiment on gagne, on perd, c'est plus... Italien, Est-ce que tu veux un petit café? Ça va aller. Alors, comme tu es Marseillais, j'ai envie de te faire un quiz interview cliché. Alors... Est-ce que comme un vrai Marseillais, tu détestes le Paris Saint-Germain, pardon? Non. Bon, il faut dire oui. Ah non, on parle pas du, toi, hein, je te du parle classico, on parle pas du 4-0. Hein. On parle pas de ça, on va pas parler de ça, c'est ça? Pas de sujet qui fâche. Non, mais en plus, j'habite pas loin du Vélodrome, moi. J'ai de la chance. Donc, évidemment, je suis Marseillais, je suis obligé de soutenir l'OM. Ma maison va brûler sinon. Est-ce que comme un vrai Marseillais, ton style de femme est la cagole blonde? Non, moi c'est la cagole brune. Est-ce que comme un vrai Marseillais, tu exagères tout le temps quand tu racontes une histoire? Bah oui, mais c'est pas qu'on exagère, c'est qu'on les raconte bien les histoires. On les raconte mieux que les Parisiens. Et parce qu'on sait trouver les mots. Après, s'il faut faire des comptes d'apothicaire, de vérifier, voilà, si on a grandi, c'est juste que nos histoires, elles sont plus belles et elles sont plus drôles, quoi. Est-ce que comme un vrai Marseillais, quand tu fais du sport, tu joues uniquement à la pétanque et au foot? Non, moi je cours beaucoup sur la plage du Prado, moi. Bien. Est-ce que comme un vrai Marseillais, Jul est ton artiste musical préféré? Oh non. non, j'aime beaucoup Jules et puis j'aime toute la clique, là, je les aime beaucoup. Je travaille avec Koff dans une série qui s'appelle Mercato, qui est géniale, qui va sortir sur TF1, avec Arnaud Ducré. Non, je les admire beaucoup, ces gens.
Et je suis tellement fier pour Marseille. Merci. Merci, j'étais très heureux que tu me reçoives chez nous. Parce que ce théâtre est mythique, c'est un des plus beaux de Paris, un des plus grands. Il y a les plus grands acteurs qui ont joué là. Al Pacino a été là devant ma main. Là. Et que Richard Caillat m'invite à jouer sur cette scène, c'est un rêve d'enfant. Voilà. Une grande fierté. Quand Francis Huster venait nous donner des cours avec Isabelle Nanty, si on m'avait dit qu'un jour je serais là en rôle principal, j'aurais fondu en larmes. C'est beau en tout cas. Merci beaucoup.